Bonsoir à tous et merci de votre confiance sans cesse à l'édition d'information de TVS, la télévision Shekina. Au sommaire de cette édition d'information, célébration ce week-end de l'anniversaire du Parti démocratique gabonais au lycée Pauline Djengonjo. Vous aurez au cours de cette édition d'information l'intervention du secrétaire général de cette formation politique, Eric Dodo Bungenza. Rebonsoir à tous. Nous commençons avec cette incommodité dans la capitale gabonaise, notamment la belle cité est en proie à l'insalubrité galopante. La société en charge de la collecte des ordures ménagères semble ne plus satisfaire à ses obligations et du coup, à travers la capitale gabonaise, des tas d'immondices écument les artères. Une situation insoutenable dans ce reportage de Sabrina Kundi-Pendar. La question de l'insalubrité, aujourd'hui au cœur des échanges à Libreville. Depuis plusieurs jours déjà, la capitale gabonaise connaît de par les ordures qui envahissent les rues une coloration assez étrange. Papier et sachets à travers les voies, on a comme l'impression que les rues sont aujourd'hui devenues de véritables décharges. Exposées aux odeurs nauséabondes qui émanent de ces ordures ménagères et les risques de maladies qu'elles courent, les populations réagissent. Ici, ça nous dérange. C'est pas quelques jours, c'est des années. Pas quelques jours, c'est des années. À chaque fois, souvent nous on laisse l'atelier. On laisse l'atelier à cause de les odeurs. On n'arrive même pas à travailler. Ce sont des maladies qui nous donnent, surtout pour nous. Nous sommes dans des marécages et tout. J'habite à Rio. La route qu'on vient de faire tout de suite là. Ça nous donne des maladies, des odeurs, les enfants à côté. Où est passée la société en charge de la collecte et du ramassage d'ordures? Voici une question que se posent les Librevillois qui ne manquent pas d'interpeller les autorités. Mais l'État doit savoir là où on doit trouver, là où il faut jeter les ordures. C'est à lui à trouver une solution. Les dépôts d'ordures, souvent à l'origine de la prolifération des moustiques, les Librevillois se trouvent aujourd'hui exposés au risque de maladies dont la plus évidente reste le paludisme. Face à cette situation, les autorités sont interpellées pour que des dispositions soient prises dans l'immédiat. Célébration ce week-end de la Journée internationale de la femme par l'Association des femmes ouvrières du Gabon. Une célébration en différé qui coïncide avec le 3e anniversaire de cette organisation et la présidente a octroyé des microcrédits aux femmes commerçantes sur table. Reportage. Les femmes ouvrières du Gabon n'ont pas dérogé à la règle de la célébration de la Journée internationale de la femme. Une célébration toute particulière autour de leur présidente Marie-Juline Senzim qui a octroyé aux membres de cette structure des aides financières qui consistent à booster la femme gabonaise, à l'autonomiser, quel que soit son secteur d'activité ou son rang socio-professionnel. Dans mon programme d'action, il est établi que nous allons poursuivre nos actions dans d'autres arrondissements, mais nous avons commencé par le 6e parce que je suis natif du 6e. Bon, l'objectif, c'est de réunir plus de femmes femmes ouvrières, qu'elles soient à l'entreprise, qu'elles soient au marché, toutes les femmes sont ouvrières. Mais moi en particulier, je vise les petites entreprises, les mini-entreprises que l'ONG finance de temps en temps. Là, on fait notre anniversaire, c'est le 3e. La première, on a financé des salons de coiffure, de cuisinières, des couturières. Et là, cette année, on a ciblé les commerçantes sur table pour pouvoir les encourager à augmenter leurs marchandises, de cuisinières, des couturières. Et là, cette année, on a ciblé les commerçantes sur table pour pouvoir les encourager à augmenter leurs marchandises. Voilà. Le coût de l'aide, écoutez, elles sont 120 femmes, nous avons morcelé ça en 20 femmes. Donc le coût c'est 1 million, hein, 1 million pour tous les 20 qui ont reçu aujourd'hui, donc 50 000. Donc c'est pas négligeable. Et nous le faisons avec les poches de la présidente et nos petites cotisations. Donc nous demandons de l'aide, de bonne volonté de venir nous aider par rapport à notre action. Qu'elle se lève désormais. On veut la voir dans tous les secteurs d'activité, même les plus difficiles. Moi, je suis imprimeur, c'est pas facile. En 30 ans, je reste toujours la seule femme imprimeur. Que les femmes n'ont pas peur de franchir le pas. Et Dieu bénira après. Cette initiative de solidarité est faite pour encourager la femme gabonaise
à l'entrepreneuriat. La présidente des femmes ouvrières encourage donc ses concitoyennes à faire preuve de persévérance afin que la structure Femmes ouvrières devienne un réel levier d'autonomisation et d'épanouissement de la femme gabonaise. Sur un tout autre plan et suite au désaccord qui oppose l'État gabonais au groupe français Veolia, l'ONG IDRC Africa appelle les Gabonais de toute sensibilité à la plus grande vigilance quant aux tentatives de récupération politique de ce différend. Il est au micro d'Efraim Bioguedzo. Pour que le contrat soit définitivement prolongé, il fallait que les parties soient d'accord sur les termes définitifs de leur nouvelle relation. Cette nouvelle relation devait être consignée dans un avenant numéro 9 au contrat de concession, c'est-à-dire une énième modification du contrat initial. Or, le 16 février 2018, les plus hautes autorités ont informé le peuple gabonais de ce qu'aucun consensus n'a été trouvé avec le groupe Veolia. Dès lors, l'État gabonais s'est trouvé en droit de constater l'échec des négociations et de rompre définitivement ce contrat. Autre fait significatif, le 4 octobre 2017, le groupe Veolia a décidé de son propre chef de rompre les négociations pour la signature d'un contrat définitif avec l'État gabonais, menaçant même de prendre des mesures conservatoires telles que la rupture de l'approvisionnement en électricité des services de l'État et la vente du siège de la SEEG. Peut-on sérieusement vouloir une chose et son contraire? Devant les caprices de ce concessionnaire apparemment peu soucieux du bien-être des Gabonais, une décision ferme et irrévocable s'imposait. Encore plus édifiant, la date butoir que les partis s'étaient fixée pour trouver un consensus était le courant de la mi-novembre 2017. La SEEG Veolia ne peut donc pas parler en toute bonne foi d'un effet surprise, étant entendu que le groupe était au fait de ce délai. Il convient de noter qu'en dépit de cela, l'État gabonais, bon prince, n'a fait le constat d'échec des négociations et annoncé la rupture du contrat que le 16 février 2018, après une interpellation forte des consommateurs gabonais. Deuxième raison, la mauvaise qualité du service public et plus généralement le non-respect par Veolia de ses engagements contractuels. La qualité du service d'approvisionnement en eau et en électricité rendu par la SEEG Veolia aux consommateurs était plus que médiocre. Délestage intempestif, mauvaise qualité de l'eau lorsqu'il n'y avait pas coupure d'approvisionnement. Combien de congélateurs, de postes téléviseurs et autres appareils du Gabonais lambda n'ont-ils pas été endommagés par la mauvaise qualité du service de la SEEG Veolia? Tout cela sans aucun dédommagement pour le consommateur qui, au contraire, a constaté une hausse exponentielle des tarifs d'eau, les tarifs de l'eau et de l'électricité, sans aucune retombée positive au niveau du service. Pourtant, l'État gabonais avait accepté la hausse des tarifs des services publics de l'eau et de l'électricité afin que les recettes supplémentaires qui en découleraient soient investies par Veolia dans le développement des infrastructures d'eau et d'électricité comme convenu à l'article 3 du protocole du 2 mars 2009. L'actualité, c'est aussi hors de la capitale gabonaise. Nous allons directement à Port-Gentil, la capitale économique, avec les pluies qui s'abattent sur la ville du Sable. À travers la ville du Sable, il y a quelques jours, ont causé des inondations au quartier La Balise. Et du coup, les populations sont en colère. Axel Edwin Zengi, Média plus Port-Gentil. Au cours de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la capitale économique du vendredi 16 au samedi 17 février 2018,
Les habitants du quartier Balise, situé derrière le marché, se sont retrouvés avec les eaux dans leur maison. L'eau est rentrée dans ma maison jusqu'à gaspiller mes appareils. La preuve en est, regardez d'abord par le dehors. Le salon dans l'eau, les appareils dans l'eau. Venez voir les chambres. L'eau est rentrée, c'est partout. C'est vraiment désolant. Je suis là depuis 5 h du matin à nettoyer, à faire tout, à mettre les affaires dehors. Hein? Avant, ce n'était pas comme ça. On a nettoyé le canal là peut-être comme presque pratiquement peut-être 3 semaines. Hein? Toute la nuit, on ne dort pas avec les enfants debout. Une remontée des eaux qui intervient 2 semaines après le curage de ce canal. Ça fait 2 ou 3 semaines que la saleté est là. Donc on se retrouve vraiment dans une situation vraiment imbécile. Si vraiment le maire du 2e peut venir nous enlever cette saleté là, ça nous fera vraiment du bien. Ils ont fait un travail qu'ils ont abandonné et là, vraiment, nous les habitants du 2e, nous ne sommes pas contents. Quand on fait le travail, on fait un bon travail. On vient ouvrir par là-haut, mais on laisse par le bas. C'est le bas où l'eau doit descendre. Mais maintenant, là, le bas est fermé. Comment l'eau va passer? Et l'eau rentre maintenant dans les maisons des gens. Ça fait 30 ans que je vis là. L'eau n'est jamais rentrée dans ma maison. C'est la première fois que l'eau rentre dans ma maison parce que le travail est mal fait. Je suis très désolé. Et après, le monde va me dire que je dois voter. Je ne vote pas. C'est pas comme ça. Hein? Il devait quand même nous laisser même avec notre saleté vivre maintenant comme ça avec notre saleté, ça va. Au lieu de nous embêter jusqu'à ce point-là, papa. Ce matin, les effets qui étaient abondamment trempés ont été installés à certains riverains. Les gens sont rentrés dans la maison, voilà pourquoi tous les matelas là, regarde tout ça. Les tapis, matelas, tout est dehors. On va encore faire comment? Nous sommes au pays. Les caniveaux là, elle est venue montrer dessous à la maison là. On va faire comment? Pendant cette période, il y avait également les délestages de la SEEG, Société d'énergie et d'eau du Gabon. Je vais mettre mes enfants là-bas assis. Hein bébé? Hein? Elle fait l'hiver comme ça même vous-même. Et puis le secours, la SEG nous coupe encore le courant. Hein? Nous sommes là dans le dos avec les enfants, les moustiques, tout ça là. On ne va jamais vous voter. Voilà le canal et la salle. Ils ont fait semblant de venir nettoyer le canal. Toute la saleté là revient encore dans le canal. Hein? Ça c'est quoi? On a même celui qui vient dans les maisons. Hein? Les tortues, tout ça là. Au moment où nous quittions les lieux, l'heure était au rangement. Nous restons toujours à Port-Gentil, la capitale économique, où la remise des peines gracieuses par décret présidentiel aux détenus de la prison centrale de Port-Gentil suscite moult interrogations. Et sur ces questions, effectivement, le greffier en chef de la prison centrale de Port-Gentil apporte des réponses juridiques en s'appuyant sur les textes de loi. Raïssa Kerianondo, Média Plus Port-Gentil, reportage. La sortie de prison des détenus a souvent suscité des inquiétudes et provoqué un climat de psychose auprès des concitoyens. Au lendemain de la libération massive de la population carcérale dans la cité de l'Or-Noir, à travers la remise gracieuse de peine validée par décret présidentiel, des interrogations fusent. Si la libération d'office est accordée à ceux n'ayant subi aucune sanction disciplinaire, quels critères pourraient les soustraire à cette mesure? Sont toutefois exclus du bénéfice des dispositions de l'alinéa 1. Ci-dessus, les détenus condamnés pour homicide volontaire, article 223 et suivant du Code pénal, détournement des deniers publics, article 141 du Code pénal, association de malfaiteurs, article 193 à 195 du Code pénal, vol à main armée, article 295 du Code pénal, viol, article 256 et 257 du Code pénal, importation, production ou exportation illicite de stupéfiants, article 208 du Code pénal. La remise de peine partielle se voit accordée aux prisonniers ayant des charges parentales. Une remise totale de peine est accordée aux femmes ayant des enfants non récidivistes, condamnés à une peine d'emprisonnement pour délit. Une remise totale ou partielle des peines est accordée aux autres condamnés à une peine d'emprisonnement selon les modalités suivantes. Durée de la peine, de 1 mois à 1 an de remise totale. De 1 mois à 2 ans de remise 1 an. De 2 ans à 4 ans, remise 2 ans.
de 5 ans à 10 ans, remise 4 ans. Ceux frappés par la mesure d'interdiction de séjour bénéficient d'un traitement exceptionnel de par leurs engagements matrimoniaux. Les étrangers bénéficiant de remises des peines et frappés par la mesure d'interdiction de séjour, ainsi que ceux n'ayant pas de titre de séjour, seront remis entre les mains des services de l'immigration pour être rapatriés dans leur pays d'origine. Toutefois, les personnes de nationalité étrangère frappées par une mesure d'interdiction de séjour ou n'ayant pas de titre de séjour en République gabonaise, mais légalement mariés à une gabonaise ou à un gabonais, avant leur condamnation, ne sont pas concernés par la mesure de remise au service de l'immigration. La recrudescence du climat d'insécurité et des actes de violence étant souvent constatés les jours qui suivent l'application de ce décret, les conséquences leur sont souvent imputées de facto. Devant tant de similitudes, des questions taraudent les esprits. Celle de savoir pourquoi appliquer de telles décisions lorsqu'aucun accompagnement ne suit, quand on sait que livrer à la société cette catégorie de citoyens n'ayant aucun moyen de subsistance serait les renvoyer à leurs anciennes besognes. De retour dans la capitale gabonaise pour parler à présent de politique, et c'était ce week-end que le Parti démocratique gabonais a célébré l'anniversaire de cette formation politique à titre dit symbolique et historique. C'était dans l'amphithéâtre du lycée Paul Injenje Ngonjo. Au sortir de cette commémoration en salle, le secrétaire général de cette formation politique, Eric Dodo Bunguedza, est revenu sur cette célébration dite symbolique et historique en évoquant en substance les élections législatives à venir. Nous l'écoutons. Une célébration symbolique et historique, et nous avons, sur instruction du distingué camarade président, mis en relief plutôt l'aspect symbolique et historique. Symbolique et historique parce que un parti doit s'attacher sur des racines. Et le choix du lycée Paul-Marie Njenje Ngonjo a un lien avec la vie de notre parti. 2 ans après sa création, en 1968, mais en 1970, ici, dans cette salle mythique dans laquelle nous avons tenu ces échanges féconds, s'est tenu le premier congrès ordinaire. Et qui dit premier congrès ordinaire, dit, si vous voulez, pour parler comme les maçons, les fondations, le soubassement, et donc tout le soutien d'un parti vient de son premier congrès ordinaire. Un congrès ordinaire qui a été un congrès très démocratique et qui a mis en place des structures, des unités et si vous voulez, une philosophie, un style de vie, un style de travail pour que les Gabonais et les Gabonaises soient pris en compte dans toutes les préoccupations émises par les militants du Parti démocratique gabonais. Donc il était nécessaire que nous voyagions à travers l'histoire de notre parti, en partant de l'aspect originel, c'est-à-dire les origines de notre parti, pour pouvoir traverser tous les flots en expliquant aux militants, aux responsables de notre parti, d'où nous venons, par où nous sommes passés, qu'est-ce qui s'est passé et où est-ce que nous allons. Et là, nous allons maintenant pour les élections législatives de façon assidue, de façon sereine, et nous nous préparons pour pouvoir assurer une majorité au distingué camarade président à l'Assemblée nationale aux prochaines élections législatives. L'actualité à présent hors de nos frontières. Dans ce journal, nous conduit tour à tour en Colombie et à Mayotte. D'abord en Colombie, l'accord de paix mis en place avec les ex-FARC est-il menacé au lendemain des élections législatives de dimanche auxquelles a participé l'ex-guérilla? C'est ce qui semble se dessiner avec la victoire au Parlement de la droite opposée à cet accord de paix. Reportage. Des premières estimations qui confirment les tendances. Avec cette victoire, le parti du centre démocratique, emmené par l'ancien président colombien Álvaro Uribe, devrait rafler la majorité des sièges au Parlement. Nous ne voulons pas que notre pays tombe dans la tentation de l'autoritarisme politique qui a ruiné le Venezuela, qui est devenu l'État socialiste le plus grossier, dont les réalités actuelles engendrent un avenir incertain. Farouchement opposée à l'accord de paix signé avec les FARC en 2016, la droite peut désormais peser dans le vote des lois de cet accord, et notamment
bloquer la réforme agraire ou encore la très controversée justice spéciale pour la paix. Une mesure qui pourrait permettre aux ex-rebelles de bénéficier de peines alternatives à la prison. Artisan de l'accord de paix avec les FARC, le président Juan Manuel Santos salue de son côté un vote historique pour la démocratie colombienne. Ces élections sont très spéciales. C'est la première fois en plus d'un demi-siècle que les FARC participent à des élections au lieu de les saboter. Si l'accord de paix signé avec les FARC leur garantit 10 des 280 sièges au Parlement, les ex-guérilleros ont annoncé leur intention de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de mai prochain en raison des problèmes de santé de leurs candidats. Nous restons hors de nos frontières et depuis 3 semaines, les habitants de Mayotte se mobilisent contre l'insécurité et pour obtenir les moyens afin de développer le département le plus pauvre de France. Reportage. Agressée devant chez elle, Arifati est l'une des victimes de la violence à Mayotte. En tournant la tête comme ça, j'ai reçu, je ne sais pas si c'est un coup de caillou ou une bouteille, mais je suis perdu connaissance. Pour écouter ces témoignages et tenter d'apaiser les tensions, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, se rend sur cette île de l'océan Indien, à l'est de l'Afrique, devenue il y a 7 ans le 101e département français. Contre l'insécurité grandissante, contre l'immigration clandestine aussi, les Mahorais entament leur 4e semaine de manifestation. La rentrée scolaire aujourd'hui se déroule dans un climat très tendu. Hier, c'est le principal port de l'île, Longoni, qui a été bloqué. Et ce lundi, Mayotte est complètement paralysée. Nous en venons à présent à l'actualité sportive de cette édition d'information avec le congrès de la Fédération gabonaise de football qui s'est tenu le week-end dernier au nord de la capitale gabonaise semble avoir été entaché des irrégularités violant les dispositions ou du moins les textes de la Fédération gabonaise de football et de la FIFA. Et du coup, on annonce un passage en force lors du scrutin du 31 mars prochain y arrive. Ephraim Biokedzo, reportage. Le congrès ordinaire de la Fédération gabonaise de football dont les travaux viennent de se tenir devait être le lieu par excellence où les questions se rapportant au scrutin du 31 mars prochain devaient être débattues, mais hélas, des langues s'y délient à mesure qu'on s'approche du dit conclave. D'aucuns vont même jusqu'à penser qu'il sera tronqué pour preuve des influences externes troubler déjà ce rendez-vous du football, bien que n'ayant pas respecté les textes de la Fédération gabonaise de football. Les politiques, comme toujours, envisagent de nouveau de reprendre le football national en otage. Des réunions nocturnes se tiennent ça et là, à Libreville et à l'intérieur du pays, convoquées par des politiques, chacun voulant mettre son filleul aux commandes de la FEGAFOOT. Certains candidats vont même jusqu'à affirmer qu'ils auraient reçu la bénédiction du locataire du palais du bord de mer quand elle les accompagnait dans ce processus électoral qui devrait rendre son épilogue au soir du 31 mars prochain, lequel au finish va dévoiler le nom de celui ou celle qui sera aux commandes de la FEGAFOOT au cours des 4 prochaines années. Des fonds du trésor public sont en effet mis à contribution par des candidats véreux aux fins d'appâter des délégués considérés comme le noyau dur, ceux qui ne sont pas prêts à monnayer leur voix pour de l'argent. La création dernièrement au centre du Gabon Lambarné de l'association des présidents des ligues en dit long et caractérise le mode de gestion de cette institution pris en otage par des politiques tapis dans l'ombre. Lors de cette messe, les délégués provinciaux ont notamment touché des pots de vin, lesquels s'apparentent à une corruption savamment préparée. Tout leur séjour pris en charge, hébergement, restauration, ainsi que le transport. La bande à Pierre-Alain Mungengi finit par avoir raison de ses délégués. Sur 35 votants, il obtient 21 voix contre 14, un score qui lui permet de prendre l'envol vers le 31 mars prochain. Pourquoi autant de bruit sur une élection qui, en principe, pouvait bien se dérouler si et seulement si toutes les cartes de transparence mises sur la table de la FEGAFOOT étaient utilisées à bon escient? Cela devrait étonner personne, mieux encore le monde sportif gabonais, notamment des dirigeants et certaines personnalités qui aspirent aux plus hautes fonctions, trouvent du plaisir à mener leur activité en eau trouble. Suivez mon regard, la situation catastrophique actuelle que connaît notre football profite
à une classe de compatriotes qui ont décidé non seulement de piller le pays de toutes ses ressources, mais encore paralyser toute action menée par d'autres qui ont encore la fibre patriotique en eux visant à rétablir l'ordre. Ce cri d'alarme doit interpeller chacun des délégués présents aux dites assises en vue de rompre définitivement avec le passé, lequel ne cesse de ternir l'image de notre football. À la fin de ce conclave, les délégués ayant pris part parlent d'une violation des textes de la Fédération gabonaise de football et de la Fédération internationale de football association FIFA, avec derrière une possible main noire des personnalités politiques. Euphrem Biyoredjor. Il faut quand même relever un fait. On s'attendait à ce qui vient de se passer. Mais ce qui est formidable pour nous, les présidents de club, c'est que pour une fois, nous avions parlé d'une même voix et nous avons exprimé un peu notre mécontentement. Et c'est de bonne guerre. Le bureau exécutif a pu s'exprimer en se défendant et nous, on les a fait comprendre que nous n'étions pas d'accord avec ce qui se passait et qu'il fallait respecter les textes. Et on a fustigé un peu le comportement des ligues qui valident sans se préoccuper du football de notre pays. Nous savions tous que le football va mal et on se force autant faire que se peut à relever un peu le défi. Mais nous avons en face de nous ceux qui ne jouent pas au ballon. Ceux qui ne jouent pas au ballon. Nous, les clubs, nous jouons au ballon et nous disons le football va mal. Il faut qu'on commence à respecter les textes, à appliquer les orientations de la FIFA et de la Fédération gabonaise de football. Mais c'est dommage. C'est dommage. De l'autre côté, on veut juste bafouer un peu le bon fonctionnement. Mais on fait avec. Vous ne pouviez pas aujourd'hui demander qu'on vienne voter un bureau alors qu'il aurait dû être fait il y a 6 mois. Mais ce bureau-là, à quel moment ce bureau va travailler? Vous voyez un peu, nous sommes dit que devant un dilemme comme celui-là, il y aura un peu plus de recul de la part du bureau exécutif de la fédération. Juste pour leur interpeller, pour dire attention, attention, ce que nous faisons, ce n'est pas sérieux. Un instant où nous bafouons les textes comme ça, mais le football aussi est bafoué dans son application. Voilà un peu ce qu'on relève de ces manquements. Nous restons toujours en sport pour parler à présent de la 28e édition de la Coupe Nippo-Gabonaise qui s'est tenue ce week-end au gymnase de Lomé. Le compte rendu de cette compétition avec Ulrich Simelar. La Coupe de la coopération nippo-gabonaise était à sa 28e édition le week-end écoulé au gymnase de Lomé, un événement auquel a pris part la chargée d'affaires de l'ambassade du Japon au Gabon, en lieu et place de l'ambassadeur. Était également présent le président du comité national olympique, le nouveau président de la FEGAJIDO et le président sortant de la fédération. 3 allocutions ont été prononcées lors de la cérémonie officielle, à savoir celle du président sortant de la FEGAJIDO, celle de la chargée d'affaires de l'ambassade du Japon et celle du président du comité national olympique. Le président sortant, Maître Angoué, dans son laïus, n'a pas manqué de faire l'éloge sur l'histoire de cette coopération. J'ai passé 20 ans à la tête de la Fédération gabonaise de judo. Ça veut dire que année après année, j'ai assisté à cette importante compétition de la Fédération gabonaise de judo. Ça veut dire que je connais son évolution, que j'ai suivie. Et je suis donc bien placé pour mesurer les bienfaits de la coopération, les bienfaits de ce que le Japon nous apporte. Le Japon ne cessera d'apporter son appui au judo gabonais, a dit Madame Yukiko Ore. Le Japon et le judo gabonais ont une longue histoire et beaucoup d'expérience. C'est la preuve de grande amitié entre nos deux pays et continuons notre coopération, nous ne nous arrêterons jamais. Le comité national olympique, par son président, a rassuré la Fédération gabonaise de judo à la soutenir dans ses actions
quand besoin y est. Monsieur le Président, sachez que le Comité national olympique est ouvert à toutes les propositions, à votre sens de la création, de la créativité, pour créer des programmes au sein de Solidarité olympique. Vous avez deux sources de financement. Solidarité olympique, donc par Lausanne, préparez vos entraîneurs, préparez vos athlètes, les bourses olympiques de vos meilleurs athlètes. Vous avez également l'État qui vous soutiendra derrière. Donc si judicieusement vous mettez en place une stratégie sur ces sources de financement, je suis sûr que la voie de la réussite est grande ouverte. Donc, et sachez qu'au sein de la famille olympique, vous avez des soutiens. Après la cérémonie officielle, s'en a suivi les 14 finales et la remise des récompenses aux différents athlètes et équipes à cette 28e édition. En termes de bilan, au sortir de cette 28e édition de la Coupe Nippo-Gabonaise qui s'est déroulée ce week-end au gymnase de Lomé, c'est la formation de la Société d'énergie et d'eau du Gabon qui sort championne de cette édition 2018. Le compte rendu toujours avec Ulrich Simela. La 28e édition de la Coupe de la coopération nippo-gabonaise a fait vivre au public des combats de haut niveau, une compétition qui a eu la participation de 17 clubs et qui a débuté en matinée par les phases éliminatoires. Après la cérémonie officielle, le tour est venu de vivre les finales de toutes les catégories confondues. La finale entre le représentant du Japon et celui du Gabon a fait vibrer le gymnase de Lomé. C'est le Japonais qui est sorti vainqueur de ce combat. Au sorti de ces différentes finales, c'est l'équipe de Judo Club SCG qui est sortie vainqueur de cette édition avec 4 médailles en or, 1 médaille en argent et 2 de bronze, suivi de Judo Club Jena avec 2 médailles en or, 2 en argent. La 3e place est occupée par le Judo Club Jikoro Kano avec 2 médailles en or, 1 en argent et 1 en bronze. La 4e place porte le nom de Judo Club Libreville avec 1 médaille en or, 1 en argent et 1 en bronze. Une grande satisfaction pour plusieurs acteurs qui sont comblés de retrouver les compétitions. Force, très fort. Parce que à mon force, un petit. Parce que le Gabonais a utilisé son force, mon technique. Ça fait la différence. Je me suis vraiment préparé. Je me suis bien préparé. Plus de 1 mois, 2 mois, je me suis préparé. Depuis la saison, j'ai commencé à m'entraîner pour le tournoi de la Coupe de l'ambassade. Je me suis vraiment préparé et je me suis mis en forme. J'ai fait pratiquement 2 ans sans faire de la compétition. Avec les problèmes de la Fédé, il n'y avait pas assez d'organisation, pas de compétition. Et là, on va dire que cette compétition, c'est la reprise au niveau du Gabon, ce qui fait que tous les athlètes ont un problème d'endurance. On sent comme c'est une relance au niveau du judo. Bon, pas mal. Les athlètes ont gagné la bonne mine, ils ont bien travaillé, la majorité, et c'est essentiel pour le moment. La remise des récompenses aux différentes équipes et athlètes a mis fin à cette 28e édition en se fixant rendez-vous pour l'année prochaine pour les nouvelles innovations. Avant de nous dire au revoir, voici à présent la rubrique Expression libre. La question du jour vous a été posée par Sabrina Penda Kunkundi Penda, à savoir quel est le plus long fleuve du Gabon. Le plus grand fleuve du Gabon, selon vous, c'est quoi? Le plus grand fleuve du Gabon. Ah, ouais, je sais pas. Quel est le plus grand fleuve du Gabon, selon vous? C'est le quoi? Quel est le plus grand fleuve du Gabon? Le plus grand fleuve du Gabon, c'est le Boué. Il prend sa source dans le plateau Batéké au nord de Brazzaville. Il passe par la Stourville, Boué-Njolé, Lambaréné et se jette dans l'océan Atlantique par un vaste de l'état de 180 km de large. Quel est le plus grand fleuve du Gabon? Le plus grand fleuve du Gabon, selon moi, c'est le Boué. Non. Bah, c'est le Boué. Selon vous, quel est le plus grand fleuve du Gabon? Du Gabon.
Goué. Je pense que le plus grand fleuve du Gabon, c'est le Goué, sauf si je me trompe. Le plus grand fleuve du Gabon est le Goué. Le plus long fleuve du Gabon, c'est bien le Goué avec 1200 km. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. Je vous retrouve demain à la même heure.